Lysychansk, dernier verrou qui résistait à l'armée russe dans la province de Louhansk, a été conquise. C'est en tout cas ce qu'affirme ce dimanche le ministère russe de la Défense. Les troupes ukrainiennes sont complètement bloquées dans ce chaudron. Les troupes russes et les unités de la République populaire de Louhansk combattent dans Lysychansk pour parachever la défaite de l'ennemi encerclé. Samedi déjà, le président tchétchène Ramzan Kadyrov, dont les troupes participent au combat aux côtés des Russes et des séparatistes du Donbass, avait diffusé ces images sur les réseaux sociaux. Des soldats paradant tranquillement dans les rues de Lysychansk, laissant déjà penser à un retrait des troupes ukrainiennes de la ville. Moscou affirme que la plupart des villages aux alentours sont également tombés, d'où la proclamation ce matin par le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu de la libération totale de la République populaire de Louhansk. Une avancée stratégique pas encore confirmée par Kiev, mais qui permettrait à l'armée russe de se concentrer désormais sur l'autre province du Donbass, celle de Donetsk, dont une partie reste aux mains des Ukrainiens. Et c'est justement sur les villes de Sloviansk et Kramatorsk, qui se trouvent dans cette zone, que des frappes de missiles ont eu lieu à la mi-journée. Le plus important bombardement de Sloviansk de cette période récente. Au moins une quinzaine d'incendies, de nombreux morts et blessés. Tenez bon, nous sommes ensemble. Les autorités ukrainiennes appellent de nouveau les habitants de la région à évacuer rapidement. C'est une percée décisive pour les forces russes. L'armée ukrainienne confirme la prise de Lysychansk et son retrait de cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Moscou contrôlerait ainsi toute la région de Louhansk. Après des semaines de combats dévastateurs, la prise de Lysychansk, qui comptait 95 000 habitants avant la guerre, permet aux troupes du Kremlin de progresser vers l'ouest, notamment en direction de deux villes majeures, Sloviansk et Kramatorsk, dans la région de Donetsk. Un coup dur pour l'armée ukrainienne de Volodymyr Zelensky. Ce dernier, qui a reçu dimanche le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a promis d'augmenter de plusieurs dizaines de millions d'euros son soutien militaire à l'Ukraine. Confirmant la supériorité des troupes russes sur le terrain dans la région de Louhansk et le retrait de ses troupes de Lysychansk, Volodymyr Zelensky a aussi assuré que ses soldats avançaient progressivement à la fois dans les régions de Kharkiv dans le nord-est et de Kherson dans le sud. Anthony Albanese s'est rendu notamment à Irpin, l'une des villes ravagées par la guerre dans la région de Kiev. Le Premier ministre australien qui a par ailleurs affirmé que le président russe recevrait, je cite, l'accueil qu'il mérite s'il participait au sommet du G20 prévu en novembre à Bali, en Indonésie. Cela ressemble à un déménagement version XXL. Depuis que la France a décidé de retirer ses forces du Mali voisin, les conteneurs remplis de matériel militaire comme ceux-ci arrivent chaque jour par centaines sur la base aérienne de Niamey. Ici, comme à Paris, on réfute un échec en terre malienne, préférant plutôt le terme de réarticulation de la force Barkhane et d'un nouveau partenariat avec l'armée nigérienne. Pour vous le dire très clairement, la totalité de ce qui va être retiré du Mali a vocation à rentrer en France, à l'exception de ce que le partenaire nigérien, l'état-major nigérien, souhaiterait conserver comme capacité. Un changement tactique qui illustre la nouvelle politique de l'état-major français au Sahel. Sous le commandement de Niamey, les militaires français vont désormais venir en renfort des forces armées nigériennes. Les fans qui tentent actuellement de consolider à la frontière malienne leur ligne de défense contre les incursions djihadistes. J'ai fait plus de 60 jours intégrés à des compagnies nigériennes et en face de moi, j'ai vu des gens aguerris. S'il faut, même plus aguerris que moi par rapport aux expériences qu'ils ont eues sur le feu. L'armée nigérienne est en opération en quasi permanente. Ils ont cette problématique de terrorisme depuis maintenant plusieurs années. Ce qu'elle attend de moi, c'est des moyens supplémentaires pour aller plus vite. Des moyens supplémentaires, un support en hommes et en matériel, à l'image de ces Reapers, des drones armés de fabrication américaine qui permettent de trouver et débusquer l'ennemi dans ces zones refuges. Même si on a un outil qui est puissant, qui a une caméra qui a une définition qui est formidable, le point nécessaire à toute mission du Reaper, c'est avoir l'information, le renseignement qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans tel village ou telle vallée ou telle forêt. On peut très bien être en train de surveiller le sud d'un village et ne pas voir les exactions qui sont commises au nord du village.
Dans cette quête du renseignement et pour maintenir une surveillance efficace de la frontière, les soldats nigériens peuvent désormais compter sur l'appui de Paris. Un nouveau partenariat qui fonctionne selon le commandement français à Niamey, un laboratoire de ce que pourrait devenir l'opération Barkhane dans sa nouvelle formule. Croyez encore au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ou est-ce que c'est un fantasme? J'y crois comme un principe. Je crois simplement que ça n'est plus le cas pour qui que ce soit aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis que les députés, là aussi, mon logiciel est bloqué à 2005, puis il est aussi bloqué à 2008, c'est-à-dire que depuis le traité européen qui a été refusé en 2005 par le peuple et qui en 2008 lui a été infligé par les représentants du peuple qui ont voté contre le peuple, et là pour le coup les socialistes et les républicains qui font semblant aujourd'hui de ne pas s'entendre alors que finalement ils se sont bien entendus pour dire au peuple allez vous faire voir. Ces gens-là pourraient s'entendre. Les républicains ils défendent exactement les mêmes idées que Macron, les socialistes ils défendent les mêmes idées que Macron, ils font semblant de ne pas s'entendre mais c'est exactement la même chose. Et donc là aussi il y a mensonge et hypocrisie, ils font semblant de ne pas pouvoir s'entendre, ils défendent le même monde depuis 92. C'est ce que vous dénoncez dans la revue, votre revue avec Stéphane Simon, Front Populaire. Vous dénoncez depuis longtemps, Michel Onfray, une sorte de populicide lent, à bas bruit, parce qu'on n'écoute pas le peuple. Mais pour certains, et notamment certains intellectuels, c'est dangereux d'écouter le peuple. Le peuple peut errer. Et on ne peut pas toujours lui faire confiance. Qu'est-ce que vous répondez vous les connaissez, à certains de ces intellectuels? C'est Bernard-Henri Lévy, c'est Luc Ferry, c'est Alain Minc, c'est... Oui. Entre Comte-Sponville, oui, tous ces gens-là, qui ont toujours le même argument qui est un mensonge, encore une fois, qui est que Hitler est arrivé légalement au pouvoir. Je rappelle que Hitler n'est pas arrivé légalement au pouvoir parce que le peuple aurait voté pour lui, simplement parce que les partis n'arrivaient pas à s'entendre, notamment les communistes avec les socialistes, et que les partis ne pouvant pas s'entendre, il y a eu un deuxième choix qui a été fait par les gens qui étaient à l'époque au pouvoir et qui ont placé, c'est-à-dire les gens qui faisaient de la politique politicienne pour le coup. Ça n'est pas le peuple qui a erré, ce sont les politicards, les politiciens, comme disait le général de Gaulle. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont problématiques. C'est-à-dire, ils disent, nous, on est légitime parce qu'on est intelligent. Le peuple erre et peut errer. C'est l'expression de Bernard-Henri Lévy. Mais je rappelle que le nazisme est arrivé au pouvoir avec les intellectuels derrière eux, la plupart du temps, avec la finance, l'argent, les bourgeois, la bourgeoisie. Enfin, c'est pas le peuple qui a mis Adolf Hitler au pouvoir. C'est l'argent et les gens qui étaient anticommunistes à cette époque-là, qui ne voulaient surtout pas avoir des communistes au pouvoir. Donc il faut arrêter de violer l'histoire en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas. Ça n'est pas le peuple qui erre, ce sont comme toujours les gens qui font de la politique politicienne. Ce sont Pourquoi des gens vous en voulez tellement à cette classe dirigeante? Mais je n'en veux pas, je fais simplement une analyse que je dirais un peu généalogique, un peu sur le principe nietzschéen. Je dis mais comment en est-on arrivé là? Et je reviens effectivement toujours aux fondamentaux, ce que les gens appellent un logiciel bloqué, mais je dis mais expliquez-moi comment on peut faire de la politique en France quand tout ça est décidé à Bruxelles, c'est tout. C'est-à-dire quand nos caisses sont proprement vidées parce que nous sommes un pays contributeur, que nous donnons plus d'argent à l'Europe que nous n'en récupérons, quand on n'a pas d'argent et qu'on donne le peu d'argent qu'on a à d'autres pays, et que ces autres pays, par exemple, quand il s'agit de la Pologne, quand il s'agit d'acheter des avions, ils les achètent aux États-Unis. Je veux dire, on fait une politique qui est très en faveur de l'Allemagne, et quand l'Allemagne se réarme à la faveur du conflit en Ukraine, elle achète des avions acquis aux Américains, sûrement pas à l'Europe. Elle aurait dû acheter des avions Rafale aux Français. Je me dis, mais je préfère que mon logiciel soit bloqué parce qu'il est clair. Je suis bloqué sur un logiciel qui est efficace pour comprendre ces choses-là. Vous êtes bloqué sur un logiciel, mais le pays doit avancer. Si vous étiez au pouvoir, aux manettes, Michel Onfray, est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui? Dans cette livraison du Front Populaire, vous signez un édito intitulé « Démocratie illibérale, mode d'emploi ». S'il y avait un mode d'emploi aujourd'hui, quel serait-il? Mais revenir complètement aux institutions de la République. Je pense que cette constitution n'existe plus. On a un conseil constitutionnel où on ferait mieux de le fermer. D'ailleurs, ce conseil constitutionnel a arrêté de payer tous ces gens très cher pour nous dire qu'il faut respecter la constitution. La constitution n'existe plus. Elle a été une vingtaine de fois massacrée, dont une fois sur la question justement du souverainisme et de la souveraineté. Donc ces gens-là n'ont pas garanti la constitution. Ils ont trouvé constitutionnelle l'abolition de la constitution. Donc... L'Allemagne a exprimé sa crainte de devoir faire face à une nouvelle suspension de ses approvisionnements en gaz en provenance de Russie après un arrêt de maintenance planifié du gazoduc Nord Stream 1. Ce gazoduc fournit du gaz à l'Europe depuis la Russie en passant sous la mer Baltique. Sa fermeture pour maintenance annuelle est prévue pour une dizaine de jours dans le courant du mois.
Les autorités municipales de Hambourg ont annoncé qu'elles rationneraient l'eau chaude pour les ménages et limiteraient les températures maximales de chauffage en cas de pénurie. Les chiffres préliminaires montrent que l'inflation en Allemagne a légèrement diminué pour atteindre 7,6% en juin. Les prix de l'énergie ont augmenté de 38% en glissement annuel et ceux des denrées alimentaires de 12,7%. Bonjour Philippe, bonjour Cécile, bonjour Arlette, bonjour à tous. La dette publique gonfle, la remontée des taux devient un vrai problème. Bah oui, la dette publique en France est supérieure à 2900 milliards d'euros. Vous avez peut-être vu d'ailleurs, hein, Philippe, ce papier dans le Canard enchaîné qui explique qu'on aurait planqué sous le tapis. Oui. Enfin, merci. 100 milliards d'euros de dette supplémentaires par des tours de passe-passe budgétaires. Bon, on verra. Le tapis va être épais avec 100 milliards. 900 milliards d'euros de dette. Il y a deux composantes à cette dette. Il y a le stock, hein, et puis il y a les agios sur la dette, parce que la France, avec cette dette colossale, est à découvert. Hein. Si vous dépensez plus que vous gagnez, vous êtes à découvert quand vous êtes un ménage. L'État, c'est pareil. Hein. Et les agios de la dette, écoutez bien, hein, c'est-à-dire ce que l'État doit verser chaque année parce que l'État est à découvert, ça représente 38 à 40 milliards d'euros. C'est-à-dire la moitié de ce que rapporte l'intégralité de l'impôt sur le revenu. 38 à 40 milliards d'euros sur l'agio de la dette. Philippe, c'est tout l'impôt sur les sociétés en France. Vous voyez, c'est colossal. Et puis, mauvaise nouvelle, ces agios vont s'alourdir d'au moins 17 milliards cette année, calculent les experts, parce que, le taux d'inflation en Europe est très élevé. Or, une partie de la dette française est gagée sur le taux d'inflation en Europe. Et puis 2, parce que les taux d'intérêt remontent. Alors justement, la dette accumulée, ce sont des agios à payer, mais aussi des difficultés à investir pour l'État. Oui, parce qu'on parle de nouveau gouvernement, bon, très bien, mais l'État n'a plus d'argent, hein, les caisses sont vides. Alors au-delà de la question financière, il y a la question d'investissement public. Comment investir dans l'hôpital, la justice, l'éducation nationale quand notre dette publique est aussi lourde? Pourtant, on l'entend bien, hein, évidemment, on le voit tous les jours. L'hôpital, la justice, l'éducation, voire l'armée ont besoin d'investissements publics. Alors, nouveau gouvernement aujourd'hui, Arlette Chabot en parlait il y a quelques instants, oui, mais ça sert à quoi un nouveau gouvernement avec des nouveaux ministres s'ils n'ont pas de moyens? Donc on a un gros problème. Hein. Bruno Le Maire qui va sans doute rester à Bercy, enfin en tout cas c'est ce qu'il a dit. Je vous rappelle sa petite phrase, hein. Nos finances publiques ont atteint une cote d'alerte. Alors vous vous souvenez sans doute, hein, je le répète, c'était évidemment en écho aux lointaines déclarations de François Fillon qui lui, à l'époque de Nicolas Sarkozy, avait dit « Je suis à la tête, Philippe, d'un État en quasi-faillite ». Alors justement, est-ce que d'autres pays en Europe sont en difficulté, Eric ? Oh oui, c'est des grands classiques. Hein. En Europe, il y a ce qu'on appelle les pays frugaux. Vous savez, les rigoureux budgétairement. Hein. Alors, ils sont plutôt au nord, les pays frugaux. Hein. C'est la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, bien sûr. Et puis, il y a les pays budgétairement, historiquement, et encore plus, là, en ce moment, en grande difficulté. Bon, vous vous souvenez que la Grèce avait failli faire faillite. Aujourd'hui, les pays les plus en difficulté, c'est l'Espagne, l'Italie, le Portugal, et donc, évidemment, la France. Alors, vous savez peut-être, Philippe, comment les experts budgétaires appellent ces pays du sud de l'Europe qui ne respectent pas ou qui respectent peu les équilibres budgétaires, vous savez ou pas? Oui, allez-y. Vous connaissez mieux que moi. Les pays du Club Med. Absolument, les pays du Club Med. Oui. Pendant les vacances, la dette continue de travailler, donc bon lundi à tous. Le Club Med, d'ailleurs, ça inspire peut-être certains de nos auditeurs qui vont y partir cet été. Absolument. Merci beaucoup, Eric.